bienvenue pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur une situation assez particulière, entourée de silence depuis plus de 10 ans maintenant. Oui, c'est ça. L'état de santé de Michael Schumacher après ce terrible accident de ski fin 2013. Exactement. On va essayer, avec les infos qu'on a, les articles, les quelques témoignages, de comprendre un peu mieux. Voilà. L'objectif, c'est de voir l'effet connu sur ses soins, sa condition, et puis cette stratégie de confidentialité quasi absolue choisie par ses proches. Un choix très fort, oui. Ça a été un drame qui a complètement bouleversé la vie du septuple champion du monde de F1, c'est clair. Tout à fait. Le point de départ, il faut s'en souvenir, c'est Méribel, le 29 décembre 2013. Oui. Une chute à ski, hors piste. Sa tête heurte une roche. Bon, il avait un casque, mais... Et puis, il est plongé dans un coma artificiel. Pendant longtemps. Oui, plusieurs mois. C'était une mesure nécessaire pour essayer de protéger son cerveau au maximum. Et puis il y a eu cette sortie du coma en juin 2014. Ça a été un petit signe d'espoir quand même. Oui, un premier pas. Mais on savait que le chemin serait long. Très long. En septembre 2014, il est transféré chez lui en Suisse. Mais c'est pas un retour à la maison normal. Ah non, pas du tout. L'environnement est complètement médicalisé. Une structure de soins ultra spécialisée installée chez lui. Et ça dure encore aujourd'hui, plus de 10 ans après. C'est ça. Une prise en charge continue. Ce qui est frappant, c'est que dès le départ, la gravité du traumatisme laissait entendre que les séquelles seraient probablement lourdes, permanentes, et les soins aussi, à vie, non? Oui, absolument. Un traumatisme crânien de cette ampleur, ça laisse souvent des traces indélébiles. Alors, pour ce qui est de son état aujourd'hui, C'est le grand flou. c'est très très contrôlé. L'information est limitée à un cercle hyper restreint. On parle d'une vingtaine de personnes, peut-être. Vraiment très peu de monde. Très peu. Ce qui filtre, c'est surtout via des proches, comme Jean Todt par exemple. Et ce qui ressort, c'est une dépendance totale. Il ne peut pas parler pour lui-même, c'est ça? C'est ce que dit Jean Todt, oui. Il n'est plus autonome. Jean Todt a eu ces mots d'ailleurs qui sont assez forts. Sa vie est différente maintenant. Il n'est plus le Michel que nous connaissions. C'est ça, tout en ajoutant... Oui, il ajoute qu'il a le privilège de partager des moments avec lui. Ça laisse entendre qu'il y a une présence, une conscience peut-être, mais profondément différente. Exactement. Une présence altérée. C'est difficile de se représenter ce que ça veut dire au quotidien, en fait. C'est toute la complexité, oui. Et c'est sa femme, Corinna, qui gère tout ça. Oui, avec une détermination incroyable, semble-t-il. Elle assure les normes de traitement médical les plus élevées. Elle fait, selon ses mots, tout ce qui est humainement possible. Mais il y a les conséquences physiques de l'immobilité, j'imagine. Bah oui, forcément. L'immobilité prolongée, ça entraîne des complications. On a parlé d'ostéoporose, d'atrophie musculaire sévère aussi. Donc le tableau général, c'est celui d'un handicap majeur. Oui, majeur. Physique et très probablement cognitif aussi. Ça demande une assistance de tous les instants, 24 heures sur 24. Et tout ça, ça se passe derrière un véritable mur, cette confidentialité stricte. C'est une décision très claire de la famille, oui, pour préserver sa dignité, et aussi, c'est ce qu'ils disent, pour respecter un souhait qu'il aurait exprimé lui-même avant l'accident. Le souhait de disparaître de la vie publique après sa carrière. C'est ça, c'est l'argument avancé. Et cette protection, elle est allée jusqu'au juridique. Ah oui, tout à fait. Et il y a eu des procès contre un magazine allemand, Bunta, je crois, qui affirmait qu'il pouvait remarcher. C'était faux, bien sûr. Absolument faux. L'avocat de la famille, Félix Dam, a été très clair là-dessus. Publier un rapport médical détaillé, même une seule fois. Ça ouvrirait les vannes. Exactement. Ça déclencherait un flot continu de questions, de demandes, de mises à jour. L'idée, c'est vraiment de créer un cocon pour gérer des soins qui sont extrêmement lourds. Mais cette stratégie, forcément, elle crée une tension, non? Bah si, inévitablement. D'un côté, il y a le droit fondamental à la vie privée, surtout pour quelqu'un d'aussi vulnérable. Oui, le respect de l'intimité. Et de l'autre, il y a l'immense intérêt du public, la curiosité, et parfois même des critiques. Oui, des critiques ouvertes, comme celle de son ancien manager, Willy Weber. Oui, qui reproche à Corinna de cacher la vérité, c'est ça? C'est ça. Il y a cette tension entre le besoin de savoir du public et le besoin de protection de la famille. C'est un vrai dilemme. Un dilemme éthique, médiatique. Oui, qui se pose souvent avec les personnalités d'envergure mondiale dans des situations tragiques. Il n'y a pas de réponse facile, en fait. Clairement pas. Plus de 10 ans après, la réalité, c'est ça. Des soins constants, dévoués, et cette discrétion quasi absolue maintenue par la famille. Ils tiennent leur ligne. Protéger Michael, c'est la priorité.
Voilà. Mais au-delà de ce cas si médiatisé et si particulier, cette longue épreuve, ça met aussi en lumière les défis énormes des soins aux victimes de traumatismes crâniens graves. Tout à fait. Ça montre la complexité de ces prises en charge sur le très long terme. Et on voit aussi, même si c'est pas directement lié pour l'instant, l'émergence de nouvelles pistes de recherche. Je pense aux interfaces cerveau-ordinateur, par exemple. Prudent, bien sûr, ne pas faire de projection hâtive sur ce cas précis. Bien sûr, ce sont des perspectives générales pour l'avenir de la neurologie. Et pour conclure peut-être ce deep dive, Oui. l'affaire Schumacher, elle nous renvoie finalement à une question fondamentale, qui dépasse son cas personnel. Laquelle? À l'heure de l'info en continu, de cette immense curiosité pour les icônes publiques, comment on fait? Comment trouver le juste équilibre entre cet intérêt parfois pressant des médias et du public? Et le respect, essentiel, impératif de la sphère privée, de la dignité humaine, quand une personne est dans une situation de vulnérabilité aussi extrême. Exactement. C'est une vraie question de société en fait. Une réflexion à avoir collectivement.